Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Iota et welcome to my future. Chose promise, chose due, après la première vidéo que j'ai sortie vendredi dernier, d'ailleurs si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets un petit lien pour aller la voir. Aujourd'hui on va donc voir la suite et je vous préviens, il va y en avoir des anecdotes folles. Là franchement, on arrive presque vers plutôt le Retour vers le futur 2, là où ils partent dans le futur, l'un des meilleurs je pense, avant que le 3 sorte. Donc, allons-y, c'est parti pour les anecdotes numéro 2 sur la saga Retour vers le futur. Il faut savoir que certaines parties du script devaient être validées par la Maison Blanche. En effet, dans le film, on parle assez souvent du président des États-Unis, et il faut savoir que donc il devait être validé par le président qui était à l'époque le président des États-Unis d'Amérique, à savoir Ronald Reagan. Alors tout le monde avait un petit peu peur, mais il faut savoir que Ronald a tellement aimé le film qu'il y a même fait une référence directe dans son discours sur l'état de l'Union en 86, en disant devant toute l'Assemblée et les télévisions, je cite, « Il n'y a jamais eu de période plus excitante pour être en vie, une période d'émerveillement et de réalisation héroïque. Comme ils l'ont dit dans le film Retour vers le futur, là où nous allons, nous n'avons pas besoin de route. » Putain, être référencé par le président lui-même, chapeau bas là. Dans la scène où Marty est avec les groupes au bal et que son père tarde à reprendre courage pour embrasser sa copine, qui est donc la mère de Marty d'ailleurs, on aperçoit sur la photo que lui, son frère et sa sœur disparaissaient, laissant sans réponse cette interrogation « Pourquoi quelqu'un a pris cette photo en 85 ?» Parce que je suis désolé, hein, c'est pas original une photo comme ça, donc pourquoi ? En plus, quand il réapparaissait, Marty a donc changé le futur, et donc sa famille est normalement devenue classe. Mais non, sur la photo, ils sont toujours habillés en ringard. Cela est d'ailleurs encore plus étonnant que Marty possède en réalité cette photo en grand format accrochée au-dessus de son lit, ici et là comme vous pouvez le voir, et également à son réveil juste avant de découvrir sa nouvelle famille. Donc, il n'y a aucune logique là. Il faut savoir que l'effet sonore qui est utilisé pour la cloche de la tour de l'horloge n'est autre qu'un enregistrement de Big Ben. Et oui, pendant de nombreuses années, le bruit de Big Ben était considéré comme une référence parfaite dans de multiples films qui utilisaient un bruit de cloche, et bien évidemment, Retour vers le futur ne déroge pas à la règle. Essayez de vous rappeler pour ceux qui ont vu les 3 films, est-ce que vous vous souvenez s'il existe une scène qui est la même entre le 1, le 2 et le 3 ? Alors peut-être que vous avez aucune idée, et ben moi je vais pouvoir vous le dire, puisqu'il en existe une seule scène qui est dans les 3 films en même temps. Et cette scène, c'est autre que celle où Doc descend de la tour de l'horloge par un câble avant que l'horloge ne soit frappée par la foudre. D'ailleurs, le cascadeur de Christopher Lloyd sur cette scène a obtenu un supplément pour les films 2 et 3 sans jamais avoir tourné dedans. Et je trouve d'ailleurs que c'est un très beau geste, bravo à la production. Souvenez-vous, quand Marty part dans le futur au début du film, le parking s'appelle le parking des 2 pins, et je dis bien les 2 pins. Mais à son retour, il se nomme le parking du pain solitaire. Pourquoi ce changement ? Eh bah tout bonnement parce que rappelez-vous, Marty en arrivant dans le passé écrase un des 2 pins pour s'enfuir de la ferme, qui se trouve d'ailleurs à l'emplacement du parking à l'époque. Alors pour celle-ci, je pense que Père Castor peut vous la raconter. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Bonjour les petits enfants, connaissez-vous l'histoire du pick-up noir ? Non ? Alors laissez-moi vous la raconter. Dans le premier film, Marty reçoit en cadeau un pick-up noir. À la fin du tournage, elle fut aussitôt revendue, mais malheureusement le nouveau propriétaire a eu un accident et l'envoya donc à la casse. Pour le deuxième film, ils ont dû en racheter une pour tourner les scènes avec le pick-up noir, qu'ils ont bien évidemment revendu à un autre particulier pour qu'il puisse utiliser comme un véhicule lambda. Vous allez dire ils sont bêtes, il y a encore un autre film. Oui, on est d'accord, mais écoutez bien la suite. Ce véhicule, qui d'ailleurs a été peint en jaune entre-temps, fut volé à son propriétaire. Par qui me demanderez-vous ? Par un cartel de la drogue. Oui, la drogue, vous savez, le truc de merde là. Eh ben, ils utilisent ce véhicule pendant plusieurs années pour faire du trafic.
Alors l'histoire se termine bien sûr, puisque la police les arrêta avec et rendit le véhicule au propriétaire. Et en 2012, une entreprise travaillant dans la réparation d'objets appartenant à la trilogie, la Time Machine Restoration, retrouve le chemin de ce véhicule et le rachète pour lui redonner sa couleur d'origine et sa forme d'antan. Voilà mes enfants, c'était la fameuse histoire du pick-up noir. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. En avril 2020, James Gunn, ai-je besoin de vous dire qui est cette personne, a tweeté une question qui le taraudait depuis le visionnage de la trilogie. Pourquoi les parents de Marty ne se souviennent-ils pas de l'avoir rencontré? Pour lui répondre, Bob Gale, le scénariste donc, lui expliqua dans un interview au Hollywood Reporter. Gardez à l'esprit que George et Lorraine ont connu Marty seulement 8 jours lorsqu'ils avaient 17 ans, et ils ne l'ont même pas vu quotidiennement à cette époque. Toutes ces années plus tard, ils peuvent encore se souvenir de ce jeune garçon un peu étrange qui leur a offert leur premier rendez-vous, mais essayez de vous rappeler de vos années lycée et de vous souvenir d'une personne de votre école, même si elle est restée tout un semestre, ou bien une personne avec qui vous êtes sorti qu'une fois. Si vous n'avez gardé aucune photo après 25 ans, votre souvenir sera flou. Sachez-le, en 2015, le grand magazine Empire avait classé Doc et Marty McFly à la 20e et 12e place du classement des 100 plus grands personnages des films. Autant vous dire que c'est un très bon classement. Parmi les voix françaises iconiques de la trilogie, celle de Pierre à Tête, celle de Doc Brown est certainement la plus reconnaissable. Malheureusement décédé en 2019, il était la grande voix de l'acteur dans presque tous ses films, et il faut savoir qu'ils ont mis du temps à se rencontrer. Ce n'est qu'en 2016, durant la Paris Manga, que Pierre a fait la surprise à Christopher Loud, qui y était invité. Et après avoir arraché leur phrase culte, Pierre lui dit avec émotion « Ça fait 30 ans que je vous cherchais, vous Einstein, mais je vous connaissais de vue. » Les premières notes de piano caractéristiques que l'on entend au début du thème principal de la licence sont un hommage de la part du réalisateur Alan Silvestri au film La machine à voyager dans le temps de George Pal. D'ailleurs, si vous écoutez le titre Fear de Russell Garcia qui est dans le film, vous verrez par vous-même. Cette fois-ci, anecdote sur un acteur, ou plutôt une actrice. Claudia Wells, qui jouait Jennifer Parker dans l'épisode 1, a donné son rôle à Elizabeth Shue pour les 2 suites, car on a diagnostiqué à sa mère un cancer. Ce changement d'interprète est célèbre pour avoir obligé l'équipe du film à retourner intégralement la dernière scène du premier film, qui est aussi l'introduction du second, en transférant les 2 actrices avec un copier-coller quasi chirurgical. Et je dois vous avouer, je sais pas vous, mais moi quand j'étais plus jeune et que j'avais vu le film, je n'ai vu aucune différence. Donc franchement, chapeau bas, ils sont extrêmement forts. Il faut savoir que la scène où on voit Marty mettre les fameuses chaussures a spécialement été orchestrée par Nike eux-mêmes. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'une marque signe un contrat pour qu'un réalisateur fasse apparaître sa marque dans son film, mais ne se mêle jamais de la mise en scène ou du cadrage. Or, ici, Nike a souhaité diriger la scène, le cadrage et même la façon dont on le voit dans le film, souhaitant spécifiquement que Marty mette les chaussures assis. Pour continuer sur les Nike, le designer et vice-président de la marque et des projets spéciaux de l'époque, Tyker Hatfield, dessine les Nike Mag pour le film. Il les imagine non seulement avec un lassage automatique, mais aussi avec la possibilité de marcher au plafond. D'après le designer, elles étaient censées être magnétiques, d'où le nom de Mag. Malheureusement, les scènes où Marty utilise cette fonctionnalité n'ont jamais été tournées. On va terminer cette deuxième liste d'anecdotes par l'anecdote que j'appelle la fameuse vitrine. Si on revient sur la scène où Marty observe une vitrine dans le 2, on peut apercevoir beaucoup d'easter eggs ou même de belles références. On peut voir notamment la chemise en jean que portait Marty dans l'épisode 1, un caméscope JVC VHS rappelant celui utilisé dans le 1, une peluche ressemblant à Roger Rabbit, faisant donc référence au film culte du même nom réalisé par Zemeckis entre le 1 et le 2, un jeu vidéo faisant lui référence aux Dents de la Mer, et une tirelire en forme de cacahuète avec des dents. Alors, celle-ci, il faut connaître, mais d'après certains, ce serait une caricature du 39e président des USA jusqu'en 1981, à savoir Jimmy Carter, qui avant de commencer sa carrière dans la politique, était planteur de cacahuètes. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Voilà, c'était donc la deuxième partie des anecdotes sur Retour vers le futur. Alors,
Restez bien jusqu'au bout, hein, ça ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous en expliquer d'autres anecdotes, hein. Mais je suis un petit vicelard, hein, vous allez devoir attendre jusqu'au vendredi prochain pour avoir la dernière vidéo sur les anecdotes de la saga. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Si c'est toujours pas le fait, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à poser un commentaire. Si vous avez peut-être d'autres questions sur les anecdotes, n'hésitez pas. Ou si vous voulez discuter sur la saga, n'hésitez pas non plus. Et n'hésitez pas bien sûr à partager sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Je suis sur tous ces réseaux sociaux, principalement sur Instagram que je vous mets là. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas aussi si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve la semaine prochaine à 18h vendredi pour la prochaine vidéo. C'était Eyota en direct de la toile et à bientôt dans le passé ou dans le futur. Ciao!